Aujourd'hui, c'est samedi, et comme on a un peu plus de temps, on va lire des dossiers, des articles qui vont être longs. En vrai, j'en ai pas tant que ça, j'en ai que deux, mais voilà, des articles de fond qui sont, pour changer, extrêmement intéressants, et c'est pour ça que je voulais les partager avec vous. Aujourd'hui, on va parler crise du coronavirus, parce que je sais que ça vous avait manqué. Je le sais, arrêtez de le cacher, je le vois. Mais pour une fois, c'est sous un angle qui est très rare. Hein. Ce sont des journalistes qui se posent, qui prennent du recul et qui se posent la question: avons-nous bien rempli notre mission d'information? On va passer tout de suite à l'article. Parce qu'on dit connard de médias, on dit que les journalistes ne font pas leur travail, on les critique à la première occasion, mais il faut aussi le dire quand ils font des choses bien, et c'est extrêmement important pour un journaliste de parfois se remettre en question. Donc allons-y. 1 an de crise du coronavirus, avons-nous bien rempli notre mission d'information? Se demandent les journalistes de la RTBF. Nous sommes à la mi-février en 2020. Le matin, les journalistes du journal télévisé se réunissent pour préparer les différentes éditions. Et oui, à ce moment-là, on peut encore être une petite vingtaine dans la même salle. Je me souviens que déjà, une journaliste nous avait interpellés. Hier, des gens m'ont dit que notre journal était trop angoissant, qu'on parle trop du virus. Il faut se souvenir un petit peu, effectivement, c'est maintenant un petit peu lointain, mais il faut se souvenir lorsque on était au début de la crise, enfin, avant la crise même. Moi, je me souviens, par exemple, le chat sceptique, qui après s'est excusé, a fait amende honorable, comme on dit. On m'a dit de dire amende honorable au lieu de excuse, parce que c'était plus accurate, donc je vais le dire comme ça. Il avait fait amende honorable parce que, au début, on pensait que c'était juste une épidémie comme une autre, comme quand il y en a déjà eu plein d'autres, et qui finalement font beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Et du coup, les journalistes avaient été fort critiqués parce que, évidemment, à ce moment-là, on se souvient qu'il se passait pas grand-chose. Moi, je m'en souviens, ça m'avait frappé. Et du coup, c'était un peu pour les gens, une façon pour les journalistes de faire du remplissage, ce qui est probablement un peu vrai, mais qui s'est avéré payant par la suite. En radio, Arnaud Reussen organise son émission CQFD, ce qui fait débat sur la première. Avec mon équipe, on se demandait si on n'en faisait pas trop en tant que média sur le coronavirus à un moment où on n'avait pas encore eu le premier cas en Belgique, raconte-t-il. À ce moment-là, personne n'imagine que c'est le début d'une crise sanitaire qui va chambouler nos vies et changer notre façon de travailler. Interview à distance, direct masqué, journaux uniquement consacrés au Covid-19. Et c'est vrai que, d'une part, je l'espère, et d'autre part, quand même, on a vu que c'est une crise quand même majeure qui n'était pas arrivée depuis un siècle. C'est vrai que si ça se trouve, nos enfants ne connaîtront pas ça, enfin mes enfants et les enfants de mes enfants, espérons-le, croisons les doigts pour qu'ils ne connaissent pas ça et que donc du coup, quand on leur expliquera tout ça, et ben ils soient avec les yeux grands ouverts en mode « Ouah, quoi Quoi ?» Dès le début, vous nous avez interpellés sur notre façon de couvrir cette crise, sur le choix des experts invités ou encore sur les chiffres diffusés. Les courriels que vous avez envoyés au service médiation de la RTBF contiennent parfois des mots très durs. Claire D trouve que nous avons une gestion très peu journalistique de la crise. Lisa V écrit « Je ne vous crois plus, vous dites ce qu'on veut vous entendre dire ». Alors 1 an après le début de cette crise sanitaire, on vous propose de regarder dans le rétroviseur et de s'interroger sur notre couverture. Ce que nous avons bien fait, moins bien fait, voire raté. Et à nous d'en tirer les leçons. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que derrière chaque journaliste, il y a un être humain, évidemment. Hein. C'est des choses parfois qu'on oublie quand on lit des articles et tout. Et évidemment, par exemple, si moi je dis cet article c'est de la merde, il sera autant frappé que quand moi on regarde une de mes vidéos et qu'on me dit c'est de la merde. Mais ça, parfois, on a un peu tendance à l'oublier qu'il y a quelqu'un derrière, un être humain derrière un contenu. Et c'est clair que, je ne vous crois plus, vous dites ce qu'on veut vous entendre dire. Ah, ça doit faire mal au cœur. Ça doit faire mal au cœur. Chaque jour, une litanie de chiffres. Le 15 février 2020, Aline Delvoye travaille pour le journal télévisé. C'est un samedi. Pour le 19h30, on l'envoie faire un direct devant l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. C'est là qu'est soigné le premier Belge rapatrié de Chine atteint du coronavirus. C'est la première fois qu'elle traite de ce sujet. C'est loin d'être la dernière. À ce moment-là, pour la parenthèse, le chat sceptique, qui est donc un scepticien, si vous ne connaissez pas sa chaîne YouTube, je vous la conseille très fortement,
qui est un sceptique, pardon, et un statisticien, j'ai fait de la contraction, eh bien, à ce moment-là, il avait déjà fait amende honorable quand on avait eu le premier cas, et ça faisait, à mon avis, déjà un petit temps qu'il disait que, si je me souviens bien, qui disait que, bah, en fait, finalement, ce virus, c'était... il fallait agir, quoi. Et je me souviens parce que son revirement m'a assez frappé, parce qu'en général, les sceptiques, bon, ils font pas des revirements à 180 degrés comme ça. Et là, pour le coup, tout à coup, il avait dit, non, mais attendez, en fait, j'ai déconné. J'ai dit de la merde, vraiment. J'ai sous-évalué le truc, il faut qu'on agisse. Et c'est ça aussi, moi, personnellement, qui m'a fait dire, ah putain, en fait, peut-être que ce virus, c'est pas de la couille. Alors ici, on voit le... On ouvre donc ce journal avec cette bonne nouvelle. Le Belge qui avait été testé positif au coronavirus peut quitter l'hôpital Saint-Pierre. On l'a appris peu avant ce journal. On va rejoindre en direct Aline Delvoye sur place. Aline, ça signifie qu'il ne représente plus aucun risque de contamination pour le reste de la population ? Dis-nous, Aline. Et non, effectivement, vous vous en doutez, cela veut dire qu'il n'est plus contagieux. Lors de son retour de Chine, il avait été rapatrié avec d'autres Belges. Eh bien, il avait présenté quelques symptômes. Il avait été testé positif au test du coronavirus. Il avait donc été placé ici en isolement à l'hôpital Saint-Pierre, mais il n'avait jamais présenté réellement de symptômes. Il avait depuis lors été testé et ces tests montraient bien que la charge virale diminuait petit à petit. Et je vous propose tout de suite d'écouter à ce propos sa médecin qui était en charge de lui ici. Il s'agit du docteur Charlotte Martin. Il avait été décidé qu'il pourrait sortir quand il aurait 2 tests respiratoires négatifs pour le coronavirus. À l'époque, c'était encore le début. Et aujourd'hui, on a eu son 2e test qui était négatif, 2e test consécutif. Donc on l'a laissé sortir. Ça veut dire qu'il n'est plus contagieux. Tout à fait. Donc en effet, on ne trouve plus de matériel génétique de coronavirus au niveau de ses voies respiratoires. Ce sont des tests extrêmement précis. Donc on a confiance dans le résultat de ces tests et on peut dire que ce patient n'est plus contagieux. Évidemment, il était plus contagieux car il a 2 tests. Pu rentrer chez lui ce soir. Les 8 autres Belges qui avaient été rapatriés négatif, et puis en même 2 temps semaines après que lui, qui ont négatif, été placés en quarantaine à l'hôpital militaire de Neder-Overenbeek pourront eux sortir demain après-midi. Et 2 autres Belges qui avaient été rapatriés un peu plus tard devront encore attendre un tout petit peu. Ils pourront sortir d'ici quelques jours. Merci Aline Delvoye pour... Voilà. Souvenez-vous, à l'époque, c'était quand même assez naïf parce qu'il y avait déjà un cas. Et en vrai, en réalité, si on avait voulu vraiment contenir l'épidémie, déjà à ce moment-là, on aurait dû carrément mettre tous les gens de cet avion, en fait, toutes les personnes qui avaient été en contact avec lui, en quarantaine, en fait. Mais bon, on était encore jeunes et innocents, donc on ne va pas, évidemment, faire... on va pas juger, évidemment. Comme la plupart de ses collègues, elle voit parfois couvrir les conférences de presse que Science Anno va donner tous les jours à partir du 13 mars. C'est là que sont dévoilés les chiffres de mortalité, d'hospitalisation et de contamination. Est-ce qu'au début, quand j'ai couvert la conférence de presse de Science Anno, j'ai donné la clé au public pour prendre du recul par rapport aux chiffres? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Peut-être avec la connaissance que j'ai du sujet aujourd'hui, estime-t-elle. Et c'est vrai qu'évidemment, tout le monde évolue, même les journalistes. Donc c'est normal aussi que, à l'époque, on savait, même les scientifiques ne savaient pas grand-chose du coronavirus. Donc est-ce qu'on peut reprocher aux journalistes de ne pas avoir donné assez d'éléments? C'est une question très complexe. À partir de ce moment-là, tous les jours, les différents journaux de la RTBF vont égrener ces chiffres. Tous les jours, nous écrirons le nombre de morts causées par le coronavirus, le nombre de personnes hospitalisées et le nombre de contaminations. Là, on aurait pu faire mieux, estime François de Brigode. François de Brigode, c'est un journaliste, un des présentateurs télé les plus connus en Belgique, du côté francophone. Donner des chiffres de manière brute, ça laisse uniquement aux téléspectateurs la possibilité de les interpréter à sa façon. Je trouve qu'on a laissé trop le champ à interprétation libre pour tout un chacun. Et ça, pour moi, c'est une erreur. Et je suis assez d'accord parce que je me souviens, au début, les gens étaient très forts sur les chiffres, c'était très flippant, et puis petit à petit, les gens en avaient marre, en fait. Ils avaient l'impression, ils étaient lassés. Or, ces chiffres étaient toujours interpellants, voire même plus qu'avant, mais les gens étaient lassés, et donc, du coup, ils portaient moins d'attention alors que les chiffres étaient en augmentation. Or, ça aurait été intéressant, finalement, effectivement, comme aujourd'hui, on les publie, je crois, 1 fois par semaine, ou alors, si vous voulez vraiment les avoir au jour le jour, il me semble que vous devez aller sur Internet, où ils publient peut-être des résultats par jour, mais je suis même pas sûr, et c'est beaucoup plus pertinent, parce qu'alors, du coup, on va dire que l'information générale a plus de recul, plutôt que juste donner des chiffres, et bon, on a les gens qui croient, le gouvernement qui vont les croire, et les autres qui vont pas les croire, quoi. Arnaud Ruisson
Ruyssen, le rejoint d'ailleurs sur cette question. Je pense que la litanie basique des chiffres, ça, je ne le ferai plus pareil. On ne devait pas cacher ces chiffres, ajoute François. Alors quelle solution? On aurait dû chaque fois avoir une explication scientifique par un scientifique. Si on les avait fait réagir, ne fût-ce que 30 secondes, ça aurait permis aux téléspectateurs de mieux comprendre la situation. Et ça, mais alors là, je sais que No Fake Science, ils doivent être en mode Yes! Yes! Effectivement, ça met la lumière sur le journalisme scientifique, qui manquait cruellement d'ailleurs déjà avant la crise, qui a été énormément critiqué pour les médias, par les scientifiques pour les médias. Et du coup, c'est cool qu'ils aient ce recul-là et qu'ils se disent putain, on aurait dû amener des scientifiques, ça nous aurait aidé. Arnaud estime qu'au fil du temps, on a quand même appris à voir quels étaient les indicateurs qu'il fallait vraiment relever, à mieux les expliquer et pas juste laisser le public avec les chiffres en main. C'est dans ce but qu'avec Marius Gilbert et Johan Montet, il a lancé une séquence hebdomadaire derrière les chiffres diffusée en radio dans son émission CQFD sur le web, les réseaux sociaux, mais aussi dans le JT le vendredi soir. Vous pourrez regarder évidemment dans cette vidéo, on va quand même pas regarder. En plus c'est de l'audio seulement, donc bon. C'est certainement sur notre site info que les chiffres ont été les plus vite décortiqués et analysés. Xavier Lambert, surnommé par certains Monsieur Chiffre, soutient qu'on a réussi à donner un maximum de clés pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe. On a réussi à être didactique dans nos explications. On a réussi à donner une vue de ce qui se passait au niveau des chiffres pour avoir la vue la plus objective possible. Fin juin, plusieurs membres de son équipe vont d'ailleurs se former à la lecture de ces données et s'atteler à retravailler les chiffres donnés par Science Anno pour coller davantage à la réalité du jour. Et c'est clair qu'en fait, notamment concernant tous ces chiffres, etc., les journalistes, ça faisait un moment en fait qu'ils avaient retiré les spécialisations, qu'il n'y avait plus de journalistes spécialisés vraiment dans la science, spécialisés, etc., etc. Et donc du coup, ils ont dû apprendre par eux-mêmes à analyser ces chiffres. Ils ont appris finalement en même temps, je vais mettre des gros guillemets, mais en même temps que la population, puisque à côté de ça, on avait les experts qui parlaient dans les journaux, etc., pour essayer d'expliquer ces chiffres. Donc ils ont essayé d'apprendre en même temps que nous, et ça, on peut le souligner quand même, parce que c'est une bonne démarche, même si, effectivement, c'est triste que c'était pas déjà le cas avant, en fait, parce que ça aurait dû être le cas. Il faut des spécialisations. Aujourd'hui, on est dans un monde très complexe, selon moi, bien sûr, et il faut pouvoir interpréter correctement ce qu'il se passe. Un exercice d'humilité journalistique. Les questions que vous vous posez, nous nous les sommes posées également cette année. Arnaud Ruyssen a d'ailleurs fait part de ses questionnements dans un article pour la Revue Nouvelle en avril 2020. Le présentateur de Soir Première écrivait que le coronavirus était une leçon d'humilité journalistique. Il s'explique. La vérité d'une semaine n'était pas forcément la vérité de la semaine suivante. Il y avait des choses qu'on croyait avoir comprises et qu'on n'avait pas si bien comprises que ça. Xavier Lambert nous en donne un exemple concret. Au début, on a insisté sur les surfaces qui pouvaient être source de contamination. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas le cas. On aurait peut-être dû, dès le point de départ, dire que les choses pouvaient évoluer. Bref, selon lui, on n'a pas toujours avoué qu'on ne savait pas. Et c'est normal parce qu'en fait, la population, elle se tourne vers les journalistes quand elle ne comprend pas quelque chose. Mais si les journalistes eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils expliquent, quel drame! Et quel drame, mais aussi pour l'esprit critique. Parce que alors, ça veut dire que pour avoir un esprit critique, on ne peut pas se satisfaire d'une vulgarisation. On est obligé d'aller voir des experts qui... Voilà, tous les experts ne savent pas vulgariser. C'est difficile de vulgariser. C'est un exercice. Et c'est pour ça que les journalistes scientifiques, normalement, existent. C'est parce qu'ils ont la capacité non seulement d'être scientifiques, mais aussi de pouvoir vulgariser pour que le public comprenne en faisant le moins d'erreurs possible. Parce que quand on vulgarise, évidemment, on fait toujours des erreurs. On fait des raccourcis. Et là, pour le coup, comme ils étaient comme nous, en train d'apprendre le coronavirus et ses conséquences, etc., parfois ils faisaient des erreurs et ils ne le disaient pas. Et peut-être que c'est aussi ça, une partie de l'erreur, c'est qu'ils ne le disaient pas. Et parfois, les informations évoluaient aussi d'heure en heure, de jour en jour. Thomas Gadisseux a suivi les conseils de sécurité devenus comité de concertation lors du changement de gouvernement. Moi, personnellement, une de mes principales angoisses depuis le début, c'est de donner une info qu'on doit contredire le lendemain, confie le responsable éditorial de la cellule politique. Et il l'admet. On n'y arrive pas tous les jours. La faute à qui ou à quoi? Il y a des certitudes qui tombent en brèche le lendemain, des autorités qui elles-mêmes changent de cap. Ce qu'on nous certifie comme blindé officiel un jour ne l'est plus le lendemain, et ils ont de bonnes raisons. Face à une crise jamais connue auparavant, tout le monde a eu ces moments d'incertitude. Tout le monde? Je suis pas tout à fait d'accord. Là, pour le coup, je suis pas d'accord. En fait, pour moi, justement, même l'État, au début, n'a pas suivi les recommandations des experts. Les experts ont fait des recommandations, ils ont essayé d'expliquer peut-être au mieux, mais en même temps, là, pour le coup, ils étaient eux aussi dans l'urgence, donc peut-être qu'ils ont mal expliqué, on l'a dit, parce qu'on est scientifique, qu'on est un bon vulgarisateur, et donc du coup,
le gouvernement, selon moi, il a trop traîné, il a trop cru que ça allait être juste une petite grippe qui allait passer, quoi. Alors certes, il y en a beaucoup qui ont eu cette naïveté, mais quand on regardait les experts, eux, ils n'étaient pas du tout comme ça. Ils étaient beaucoup plus stressés, beaucoup plus paniqués. Et regardez, même encore aujourd'hui, on dit que les experts sont négatifs, alors qu'en réalité, est-ce qu'ils sont négatifs, ou bien simplement, eux, ils savent de quoi ils parlent. Et donc, en sachant de quoi ils parlent, ils savent qu'on ne peut pas être positif. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, pour moi, c'est une balance qui est très importante. Et donc, je pense qu'au début de la crise, s'il y avait eu des journalistes scientifiques, ils auraient dit, alors, ils disent ça, mais attention, on ne sait toujours pas. On ne connaît pas grand-chose finalement du virus, il faut être prudent. Et là, ça aurait changé toute la donne. Avouons-le, pendant cette crise, les médias, considérés officiellement comme activité essentielle, sont mis sous pression comme tous les autres secteurs. À certains moments de la crise sanitaire, le flot d'informations est quasi continu. Et la demande d'information est elle aussi très forte chez les citoyens. Thomas tente une comparaison avec le sport. On rebondit sur toutes les balles, mais parfois, on prend la balle et elle sort. Aucun membre de l'AFO n'obéit à des ordres. Ah oui, ça c'était une interview d'ailleurs je crois que c'est de Thomas Gadisse. Bref, vous la regarderez, c'est 17 minutes, je vais pas vous la montrer quand même. C'est très intéressant, mais voilà. On n'a pas le temps. Ce n'est pas du journalisme, mais de la dépendance à vos sponsors, écrit Marianne L. au service médiation de la RTBF. L'accusation est grave. Sommes-nous dépendants des acteurs politiques ou économiques ? Impossible de ne pas y répondre. La direction de l'information a d'ailleurs tenu à réagir dans un communiqué. Elle écrit « Tous ces choix éditoriaux ont été faits en totale indépendance. Comme vous êtes en droit de l'exiger, aucun membre de l'info RTBF n'obéit à des ordres, à des pressions commerciales ou politiques. Toutes et tous se sont investis depuis 1 an, sans faute et sans relâche, avec toute la rigueur de notre métier. Et nous continuerons à partir des faits réels, des questions démocratiques et des débats contradictoires. » La sortie du documentaire « Ceci n'est pas un complot » qui s'intéresse à la façon dont les médias ont traité cette crise sanitaire a soulevé aussi de nombreuses questions chez pas mal d'entre vous. Pour ce qui est effectivement de l'indépendance journalistique, c'est quelque chose de très important. Et si vous faites attention, la plupart du temps, effectivement, les journalistes ne sont pas, en tout cas, explicitement mis sous pression. Ils le sont, parfois, implicitement, justement, et c'est ça qui est un peu dur, c'est que parfois, on leur fait dire des choses ou on leur fait agir d'une certaine manière, mais alors qu'ils n'étaient pas d'accord et qu'ils n'étaient pas de cet avis. Mais en tout cas, là, pour le coup, je pense que, effectivement, en règle générale, les journalistes sont quand même indépendants, parce que quand ils ne le sont pas, quand ils savent qu'ils ne le sont pas, là, en général, il y a des grèves, ou alors les journaux perdent de leur crédibilité. La sortie du documentaire, donc Ceci n'est pas un complot, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un documentaire qui est finalement comme le documentaire Hold Up. Je ne sais pas si vous le connaissez ou non, un documentaire français qui a été fait où on manipule un peu les informations pour faire croire à un complot mondial. Or, si vous vous informez un petit peu, il n'en est rien. Et Ceci n'est pas un complot, c'est un peu hold up à la belge. Louise Monod, notre médiatrice, s'est livrée à un petit calcul, et elle remarque que toutes les réactions qui tournent autour de l'indépendance des journalistes, de la qualité du traitement, du sensationnalisme, ont doublé entre 2019 et 2020. Cette méfiance à l'égard de notre profession nous interpelle et nous questionne. Peut-être qu'à un moment donné, on s'est trop focalisé sur l'épidémie d'un point de vue médical, s'interroge Arnaud Ruyssen. Et parfois, on a trop tardé à voir la détresse de toute une série de personnes touchées. Difficile de ne pas être touché par ces critiques à l'égard de notre travail. Ça ne fait jamais plaisir quand on est attaqué, quand on essaie de faire son métier le mieux possible, se désole François de Brigode. Mais quand on est surexposé, on doit apprendre à prendre des coups. On peut entendre certaines critiques, par exemple, sur le côté monothématique. Le présentateur de journal télévisé de 19h30 regrette en effet que nous ayons à certains moments réalisé des journaux uniquement consacrés au Covid-19 alors que, comme on le dit, le monde continuait de tourner. Et ça, je trouve ça encore une fois très cool de l'admettre, parce qu'effectivement, voilà, pour moi c'est un biais que les journalistes ont depuis très longtemps, et le fait qu'ils s'en rendent compte maintenant, c'est, entre guillemets, il vaut mieux tard que jamais. C'est des choses qu'on leur avait déjà pourtant dit avant. Moi quand je dis on, c'est que ce soit des citoyens, que ce soit des sceptiques, que ce soit des experts, des scientifiques, etc. Beaucoup de gens se plaignaient du traitement parfois médiatique et du fait que parfois il y avait des éditions spéciales de 4 heures pour ne rien dire, vraiment, pour répéter en boucle les mêmes infos en n'ayant pas plus d'infos, en fait. Et là, pour le coup, le fait qu'ils se disent, effectivement, on a peut-être un peu abusé, c'est bien.
Même si, d'un autre côté, on comprend aussi, bien entendu, je ne sais pas, mais il devait y avoir des journalistes qui avaient des proches peut-être qui étaient touchés par le Covid et qui du coup avaient envie d'en parler, certes, mais il faut malheureusement prendre, enfin malheureusement, heureusement aussi pour la population, il faut savoir prendre du recul et aussi parler des autres choses qui se passaient parce que oui, le monde continuait à bouger. On peut reconnaître qu'il y a des choses qui ne vont pas dans les médias, il y a des failles qu'on cède à Lynn Delvoye, mais je ne peux pas accepter qu'on dise que nous sommes manipulés ou manipulateurs. Elle peut comprendre qu'il y ait de la méfiance, mais elle rappelle que nous sommes dans une crise exceptionnelle et historique, que nous sommes aussi dans une société où les débats sont, de plus en plus clivés. Tu es pour ou tu es contre le confinement. Il n'y a pas d'entre-deux, et c'est ça qui rend la réponse parfois difficile, poursuit-elle. Alors oui, parfois nous avons mal évalué la situation. Arnaud se souvient que pendant l'été, on a peut-être réagi trop vite à des alertes qui étaient peut-être exagérées. On doit être attentif à ça. Quand on est tout le temps sur le registre de la peur, les gens ne peuvent peut-être plus identifier le moment où il y a raison d'avoir peur. Et c'est vrai, encore une fois, que aujourd'hui, on est dans un monde qui manque de nuances. Parce que ça arrange beaucoup de gens, pour moi, beaucoup de gens malveillants, que le monde soit clivé entre deux types de personnes, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, les bons, les méchants, vraiment des mondes manichéens. Mais les mondes manichéens, c'est très facile pour faire de jolies histoires, hein. L'extrême droite le fait très bien, on en parlait hier avec l'islam et l'islamophobie finalement. C'est très très bien hein, le manichéisme pour de belles histoires, pour faire ressentir des choses aux gens, mais ça n'explique pas le monde. Un vrai monde, et c'est d'ailleurs, si vous regardez un petit peu d'ailleurs, les plus grandes œuvres de cinéma, les plus belles histoires d'ailleurs, sont faites de nuances. Un méchant n'est pas totalement méchant, un gentil n'est pas totalement gentil, et c'est parce que dans la vraie vie, c'est comme ça en fait. ça paraît un peu bizarre de le dire comme ça, mais en fait, la réalité est toujours nuancée. Et c'est clair que les médias, on peut les critiquer. Moi, je critique beaucoup les médias, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette émission. Je suis souvent en désaccord avec les médias, où je me pose beaucoup de questions parfois sur le traitement de l'information, mais c'est pas pour autant que tout ce qu'ils disent, c'est faux, c'est du bullshit, et c'est bon, on le jette à la poubelle et on le regarde plus. Par exemple, moi, un des journaux que j'aime le moins, c'est Le Figaro. Pourquoi ? Parce que selon moi, souvent, il donne des informations bancales et peu sourcées, en fait, ou mal sourcées. Mais est-ce que s'il n'y avait plus que ce journal-là dans le monde, je ne le lirais plus ? Non, je le lirais. Parce que ça reste des informations, ça reste derrière aussi des journalistes, qu'on le veuille ou non, et justement, je pourrais vérifier les sources, je pourrais regarder l'information et me faire moi-même un avis pertinent dessus. Même si, selon moi, c'est le journal qui me paraît le plus... entre guillemets, je dis qui me paraît le plus... C'est pas par rapport aux journaux du monde entier, hein, attention, hein, j'ai pas fait non plus de comparaison immense, mais même si c'est un journal qui me paraît bancal. Voilà. Ce qu'on a réussi... Oui, nous n'ayons pas peur de le dire, nous sommes aussi fiers de ce qui a été réalisé sur nos différentes antennes dans des circonstances compliquées. D'autant plus que, comme les autres professions, nous avons dû nous adapter à de nouvelles contraintes. Sophie Mergen est une des premières journalistes à avoir passé une journée entière dans une maison de repos à un moment où personne ne pouvait y entrer. Cela a permis de mettre des visages derrière les chiffres. On a été limité avec les mesures sanitaires, se souvient-elle, mais malgré tout, on a été sur le terrain donner la parole à ces gens et faire des reportages qui ont pu alerter les consciences sur ce qu'il se passait. Et donc, on va... Parce que je crois qu'elle n'était pas très longue cette vidéo-là. Une de nos équipes a pu vivre la vie d'une maison de repos. Vous le savez, les mesures imposent que personne ne puisse rendre visite aux personnes âgées qui vivent dans ces maisons. C'est lui, François de Brigode. Le reportage est exceptionnel aussi parce qu'il permet de comprendre ce que vivent ces personnes âgées, mais aussi ce que vivent celles qui les soignent. Vincent Oufti, Sophie Mergen. Vincent Oufti. Oufti ! Aucune personne extérieure n'a pu franchir ses portes depuis 2 semaines. Alors pour garantir la sécurité, nous enfilons des combinaisons de protection, quasi intégrales. À la rencontre d'un lieu coupé du monde, ici, les résidents sont confinés dans leur chambre 24 heures sur 24, dans une solitude extrême. Ah ouais, tu m'étonnes. Heureusement, là, ils ont l'air d'être 2. Un peu se promener à la rue avec mon mari, tout ça, l'air. Ah, parce qu'elle a un mari, c'est pour ça. L'air nous manque. On n'a déjà pas la permission de sortir de sa chambre, alors il faut faire le tour de sa chambre. C'est une prison dorée. Plus de visites, plus d'activités, plus de kiné. C'est dur, hein. Alors, faute de faire travailler ses jambes, on fait travailler sa tête. D'autres n'ont plus le courage. Leur seule force de vie, c'était encore de tenir le coup, c'était de voir les familles, de voir leurs petits-enfants et tout ça. Le fait d'être maintenant isolé, seul,
il n'y a plus de motivation à rester en vie. Donc si la maladie arrive, ils ne veulent plus se battre. Chaque jour, des demandes d'euthanasie. C'est terrible comme situation. Chaque jour, le nombre de suspicions de coronavirus qui augmente. Chaque jour, ce même rituel. Pour la chambre 523, on va la mettre en isolement préventif. Pour l'instant, 2 cas avérés, 2 décès, 10 suspicions. Ce qui me fait peur, c'est le nombre qui grandit. C'est vraiment ça qui me ferait peur parce que 10 personnes, on sait encore gérer. Ce qui me fait peur, c'est de manquer de matériel, c'est que manquer de personnel. Madame Lallemand, mais ça c'est fou. Parce que ça, au début, on l'entendait pas. Oui. Au début, on était d'une naïveté extrême. Ça fait 2 semaines qu'on mange en chambre, vous vous souvenez? Ah bon, ben je vais te faire remonter. Oui, hein, c'est le mieux, hein. Ok. C'est mignon. Remonter. C'est mignon. Le sourire aux lèvres, mais l'âme en peine. Les salles communes, les restaurants sont désespérément vides. On a dû réorganiser vraiment tout. Les tables sont vides, rien n'est dressé. Et on envoie tout maintenant sur chariot en haut à une vitesse éclair pour que tout le monde puisse manger chaud. Le directeur nous emmène dans les cuisines où commence une course contre la montre. Bon, c'est hyper intéressant, si vous voulez regarder la suite, évidemment, je vous en prie. Hein. C'est hyper intéressant, mais oui, c'est vrai que c'était au début très dur. Moi-même, j'avais été tourné, mais avant le Covid, bien sûr, il y a 3 ans, quelque chose comme ça, j'avais été tourné dans les maisons de repos, et pour parler de sexualité avec les personnes âgées, pour parler de leur sexualité, c'était assez marrant, mais c'est vrai que déjà, ça sentait la solitude, ça avait l'air déjà assez difficile en temps normal, alors en plus, en période de Covid... N'en parlons même pas. Et puis bien sûr, nous avons enquêté. L'émission Investigation s'est penchée sur la question des vaccins, sur la situation dans les hôpitaux et les maisons de repos, pour n'en citer que quelques-uns. Pour les différentes rédactions, Aline Delvoye s'est intéressée très vite à la problématique des masques, à la façon dont la Belgique testait les FFP2, ou encore au business qu'ils pouvaient représenter. On a pu remplir notre fonction de poil à gratter et creuser des choses qui nous paraissaient dysfonctionner. La vente des masques. Dans le cadre de ce virus, certains ne reculent devant rien pour se faire de l'argent. Des vendeurs gonflent le prix de certains produits censés nous protéger du coronavirus. Un vrai problème. La filière de vente de masques peut être l'objet à certains moments d'arnaques demande avait augmenté, les arnaqueurs se sont rués sur l'occasion. Les prix ils sont assez conséquents. Alors qu'on n'a pas eu la main dessus, nous c'est vraiment les fournisseurs et avec les circonstances actuelles. Et ça c'était encore un travers de capitalisme qu'on n'avait pas calculé. En ce moment c'est un peu la folie. Les demandes de masques sont placées en liste d'attente. Cette société met en relation des professionnels de la santé comme des hôpitaux et des vendeurs de matériel médical. Depuis l'arrivée du coronavirus en Europe, le métier s'est transformé. C'est vraiment devenu aujourd'hui clairement la bourse. Ça ressemble parfois un peu plus à une place de marché qu'à une start-up. C'est un truc de fou, donc voilà, parce qu'aujourd'hui, on a des appels toutes les 2 minutes. Qui aurait pu penser à ça? Plusieurs facteurs expliquent la situation actuelle. Les scientifiques. L'arrêt des usines chinoises qui produisent une majorité de masques. La Chine a ensuite acheté de vastes lots produits ou stockés en Europe. Puis, de nouveaux acteurs ont émergé. C'est certain qu'il y a un marché parallèle et qu'on a, nous, sans cesse, parfois, des gens qui nous contactent en disant on a 15, 20, 30, 40 millions de masques à vendre. Et on se rend bien compte en creusant, en effet, que voilà, c'est simplement un moyen d'extorquer de l'argent. Ouais, parce que si on creuse correctement, qu'on connaît un petit peu les filières et la méthodologie, on voit que ça n'est pas sérieux. Maintenant, c'est clair que même les fabricants qui ont des gros stocks, je pense, ont vendu à un prix extrêmement correct, mais ces stocks ont été achetés par des acteurs privés qui, après, en effet, font grimper les prix, quoi. Ah ben voilà, c'est acteurs privés. Vous imaginez, il y a des gens qui rachetaient les masques pour les revendre après, des sociétés privées. Qui ont aussi contacté Lorenzo Caniglia. Il est grossiste en matériel médical à Liège. Il nous montre les emplacements vides où d'habitude sont stockés ces masques et les propositions qu'il reçoit de la part de ce qu'on appelle désormais des traders. Donc on a ici un mail qui est assez représentatif de ce qu'on peut recevoir. Donc ce sont des acteurs que nous ne connaissons pas. C'est scandaleux en fait. Des acteurs. C'est vraiment le pire de l'humanité, alors qu'en réalité les masques auraient dû être probablement des gens gérés différemment. Et on l'a fait d'ailleurs par après. Et qui proposent effectivement des masques en quantité et des masques à des prix assez élevés et à devoir payer anticipativement. Ce grossiste a systématiquement refusé ce genre de propositions qui peuvent parfois être des arnaques. Nous retournons chez Sidenker. L'une des responsables de la plateforme appelle devant nous un soi-disant intermédiaire qui propose plusieurs millions de masques, 3 fois plus cher que le prix habituel. Normalement, je suis censé recevoir une livraison dans 4-5 jours de 12 millions de pièces. Maintenant, en stock, là, tout de suite, je dois avoir peut-être 1500 pièces en stock. Après plusieurs questions, les réponses sont floues et contradictoires. Ah, c'est une pure arnaque, oui, ça c'est clair. On aurait voulu entendre. C'est un manque de sérieux complet et ça c'est vrai.
Non, mais en fait, j'en ai, mais ils sont cachés, ils sont dans ma grange. Non, c'était fou, c'était fou. Cette semaine, nos collègues du site web de la RTBF ont sorti une analyse très didactique et éclairante sur cette année de crise. Sur le plateau du 13h du 11 février, Ambroise Carton, un des concepteurs de cet outil didactique, expliquait « Ça repose les jalons de l'année écoulée, ça nous rappelle dans quel contexte on a démarré cette crise sanitaire, nos doutes face à la maladie, le manque de matériel pour y faire face et le timing des décisions politiques. Au-delà du récit, ça permet de donner du sens aux chiffres, remettre du contexte à une époque où on est bombardé de données. » Alors Ambroise a vraiment cartonné dans sa carrière. Voilà, je suis sûr qu'on lui avait jamais faite, il fallait que quelqu'un la fasse. Ah Des émissions ont été aussi créées pour répondre à vos questions, comme Chez vous, avec vous, une émission présentée le midi par Nathalie Maleux et François de Brigode. Elle était divisée en 3 parties, l'une sur la solidarité entre les personnes, la deuxième sur les chiffres et la troisième sur les acteurs et actrices du monde médical. L'émission a été montée en moins de 2 jours. On montrait qu'on pouvait faire part d'une notion de solidarité à un moment de grand désarroi, puisque c'était le premier confinement, explique François. Et c'est clair qu'en fait, les médias ont joué un rôle primordial, et même dans le divertissement, je me souviens que ce soit Zerator qui a créé le marathon finement, que ce soit les streamers même, enfin de manière générale d'ailleurs, quand ils parlaient, et je sais que beaucoup de gens ont cru que c'était hypocrite, mais même moi en tant que streamer, je me disais mais il faut divertir les gens, il faut que les gens passent cette crise de la meilleure manière possible, il faut qu'ils oublient leur tracas quotidien, il faut qu'ils avancent, il faut qu'ils l'oublient, même une minute, c'était une victoire, quoi. Et du coup, ça m'étonne pas que les journalistes se soient dit, mais nous aussi, on doit agir, on doit faire quelque chose pour que les gens ne perdent pas le moral, quoi. Et ça, c'est le côté très beau de la crise du Covid, c'est un peu cette solidarité qui s'est montée, même si voilà, elle a été en partie critiquée par après, mais... Il y a également Questions en prime, créée pendant le premier confinement. L'émission répond à vos questions grâce aux spécialistes qui viennent sur son plateau. Des exemples positifs de ce que nous avons réalisé, il y en a aussi. Alors, comme le dit si bien Aline, on ne fait pas tout parfaitement, on doit douter tous les jours et se remettre en question. Mais il n'y a pas d'intention chez les journalistes de manipuler, de tronquer, de tromper. Et d'ajouter, on aimerait parfois avoir plus de temps ou de recul, mais nous sommes totalement indépendants dans notre manière de faire ou d'écrire nos reportages. Et elle conclut, sinon, je me lèverai pas le matin pour aller faire ce boulot. Je ne pourrai plus assumer ce métier personnellement et publiquement. Et c'est ça que des gens oublient. C'est que, pour faire des complots mondiaux, il faut motiver des gens à faire ces complots mondiaux, à mentir comme ça à tout le monde, en sachant qu'ils vont faire des choses mauvaises, négatives, ou parce qu'ils appartiennent à une caste. Et les journalistes, moi, j'ai connu des gens qui avaient étudié le journalisme. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que je les ai plus vus maintenant, mais ce sont des gens comme vous et moi. Soyons clairs. Donc, il faut éviter les jugements trop hâtifs, il faut éviter de crier trop rapidement à la haine, au complot et tout ce qu'on veut. Bref, cet article était extrêmement intéressant, je trouve. N'hésitez pas évidemment à mettre vous-même votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, liker, disliker. Et puis, l'un des deux, pas les deux. Et n'hésitez pas évidemment si vous voulez vous divertir à me follow sur Twitch. Sur mon stream, mais par contre, attention, là-bas, c'est que du divertissement et pas de politique ou d'actualité. Voilà. C'est que du jeu vidéo. On se dit à bientôt pour une autre actu. Merci à vous, à bientôt.